Alors donc, effectivement, je vais vous parler de sciences et de techniques aujourd'hui, et plus particulièrement à partir des ce qu'on appelle les NBIC. Donc je rappelle, je l'ai dit là, il y a 2 semaines, ce sont les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. Alors, comme toute praxis humaine, alors mon truc marche pas, ça c'est déjà bien. C'est bon. Agréable. Ouais. Surtout quand on parle de technique. Oui, ça c'est un coup classique. Alors, comme toute praxis humaine, la science est une activité culturelle. Elle est dans la culture, et là, je rejoins ce que disait Jean-François au tout début des séances de ce séminaire. Les représentations que nous en avons doivent être inscrites dans l'histoire culturelle de la longue durée. C'est à ces conditions que nous pouvons mieux comprendre les enjeux de la science et sa place, symbolique entre autres, dans notre rapport au monde. Il s'agit aussi de dévoiler la raison autre, la logique, selon le mot de Gilbert Durand, présente même dans des domaines considérés comme strictement rationnels, tels que la science. Alors mon approche relève en partie de la mythologie comparée, allant également du côté de l'anthropologie culturelle, avec bien sûr au départ une démarche littéraire, avec analyse de fiction et plus largement de discours divers. Donc je vais essayer, je m'applique, et je vais essayer de vous le montrer ici, à identifier les invariants de l'imaginaire qui sont présents dans l'imaginaire scientifique en particulier, des invariants qui persistent, s'actualisent et qui nous placent donc dans une histoire culturelle de la très longue durée et qui expliquent les représentations, les réactions, les postures d'une société vis-à-vis des sciences. Alors, la création du monde est l'une des énigmes obsédantes de la démarche scientifique. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Donc une des énigmes obsédantes de la démarche scientifique et des représentations que nous avons dévisées de la science. Il n'est pas rare en effet que l'on diffuse l'idée que les scientifiques sont sur le point de dévoiler les mystères de la création de l'univers. Alors cela a été le cas avec le LHC, qui est le grand collisionneur de hadrons, qui est situé à Genève, d'ailleurs dans un grand anneau de 27 km, et qui abrite un accélérateur de particules. Alors, les expériences menées par le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en septembre 2008, donc à Genève, a bien montré justement l'attente très grande qu'il y avait vis-à-vis des sciences et tout l'imaginaire qui était associé. Les médias ne cessaient de dire en effet que grâce au LHC, les scientifiques allaient répéter le Big Bang, rien que ça. Donc cela montre surtout à quel point, d'une part, le scientifique est associé au secret de la matière et au secret de l'origine, et je dirais même de la cosmogonie, et je vais y revenir ensuite, et d'autre part donc de l'attente du public vis-à-vis de la science moderne. Alors le grand récit NBIC convoque précisément ces questions autour de la création, de la matière et de la démiurgie. Alors rapidement, pour vous donner un ordre d'idée, justement, on parle donc des NBIC avec notamment l'idée des nanotechnologies où le scientifique intervient à l'échelle nanométrique. Donc un nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Donc c'est invisible forcément à l'œil nu, hein. On parle de l'infiniment petit. Donc je sais pas si l'échelle est très visible. Bon, c'est un peu plus gros qu'un atome, mais généralement dans les discours et les représentations, on associe très facilement les nanos et le domaine atomique. Alors, les NBIC mettent en exergue l'une des problématiques majeures de notre temps, qui est la manipulation de la matière, tant organique, biologique qu'artificielle, et ce, même à l'échelle dite invisible. Alors, je vais, durant cette heure et demie, vous parler dans un premier temps de cette mise en récit des sciences et des techniques, et de la constitution de ce que j'ai appelé le grand récit, j'ai oublié un mot, le grand récit NBIC. Et dans un deuxième temps, je passerai en revue quelques exemples qui me semblent assez intéressants de réminiscences mythiques dans justement les discours sur les sciences, notamment tout ce qui a trait à la cosmogonie, à l'énergie, au grouillement et à nouvelle quaternité primordiale. Donc, la mise en récit des NBIC. Les sciences et les techniques,
et ce que certains appellent les technologies ou les technosciences, sont considérées comme des activités strictement rationnelles. Cependant, à leur dimension conceptuelle et calculante, bien identifiée, s'ajoute une dimension imaginaire. Les sciences et les techniques peuvent donc être appréhendées comme un problème de langage, c'est ce que fait notamment Fernand Alain. Comme pour tout énoncé, l'énoncé scientifique est avant tout un choix de mots loin d'être anodin. Les sciences et les techniques sont aussi une question de représentation. On met en récit, on raconte telle découverte, telle pratique, telle formule. Newton est définitivement associé à la pomme qui lui serait tombée sur la tête, et Archimède sera de même toujours représenté criant « Eureka » en sortant de son bain. Donc bon, je vous dis ça pour vous faire sourire, mais c'est pour montrer que l'histoire des sciences est aussi faite d'anecdotes. Il s'agit là de médiation culturelle. Une science ou une technique existe par le récit qui en est fait. La découverte y acquiert parfois une dimension mythique d'autant plus patente quand la démarche scientifique a une visée holistique. Comme le rappellent Isabelle Stengers et Ilya Prigogine, les scientifiques, et eux ils parlent en particulier des physiciens, donc les scientifiques, afin de formuler un discours cohérent, doivent recourir aux mythes. Donc je les cite. Au moment où il veut expliquer la signification générale de ces résultats, les situer dans une perspective culturellement pertinente, le physicien n'a d'autre langue que celle du mythe, seul discours cohérent qui réponde à l'existence profonde de l'activité scientifique. Comprendre la nature et la manière dont les sociétés humaines s'y insèrent. Alors ceci apparaît d'autant plus vrai que je pars en plus du postulat que le mythe existe toujours et partout. Et nos représentations et notre langage se fondent en grande partie sur des soubassements mythiques. L'énonciation scientifique emprunte sa forme au récit mythique, recourant aux représentations imagées pour imaginer, modéliser, expliquer et diffuser le savoir scientifique. Alors, l'histoire des découvertes scientifiques et des inventions techniques est faite de remaniements et de réécriture. Il s'agit en somme de donner un récit fondateur unifiant, tendant à démontrer que la recherche et l'innovation sont nécessaires et naturelles, qu'elles vont de soi. Toute innovation technologique est accompagnée de son récit génésique unifiant. L'activité scientifique et technique est portée par des images matricielles, ce que Gerald Dalton appelle les thémata, dans son ouvrage sur l'imagination scientifique. Donc des images matricielles qui sont présentes donc soit dans les discours qui l'accompagnent ou dans la démarche elle-même, qui motive l'activité scientifique elle-même. Il y a un véritable ancrage des sciences et des techniques dans l'imaginaire et c'est ce que j'essaye d'identifier. Or, les NBIC représentent précisément un nouvel enjeu narratif. Les discours qui sont liés à leur développement et à leur convergence constituent depuis plusieurs années la véritable chronique d'un mythe moderne. Ce que j'appelle le corpus NBIC est composé d'une part de textes traitant directement de la convergence NBIC. Alors, ce sont là essentiellement des rapports officiels ou des articles d'organismes associatifs, par exemple, et d'autre part de textes interrogeant plus ou moins directement la convergence NBIC et parfois des textes qui se concentrent plus particulièrement sur l'une des technologies en particulier et notamment les nanotechnologies qui sont mises sur le devant de la scène depuis plusieurs années, une dizaine d'années environ. Donc j'étudie autant la fiction que le discours social. Et c'est dans cette diversité-là, finalement, diversité des écritures, que se compose et se déploie le méta-récit, le grand récit NBIC. Alors, le rapport inaugural des NBIC, tout a donc en fait commencé aux États-Unis en 2002. En juin 2002, précisément, la National Science Foundation et le département du commerce des États-Unis publièrent un rapport assez volumineux, plus de 400 pages, sur la convergence des technologies NBIC. Rapport intitulé « Les technologies convergentes pour l'amélioration des performances humaines ». La publication de ce rapport, suivie notamment du rapport européen 2 ans plus tard, en 2004, a donc diffusé un récit, un projet technologique et je dirais même un label NBIC. Les nouvelles technologies ici en jeu sont le moteur d'un renouveau global. Conforme à la tradition culturelle américaine,
où les technologies sont des outils d'accomplissement et de dépassement de soi, les NBIC sont entièrement intégrés dans une visée améliorative, et le titre est en cela explicite. Pour l'amélioration des performances humaines, on ne peut pas être plus clair. Le programme NBIC proposé donc par les États-Unis est en cela en parfaite adéquation avec la pensée transhumaniste, que soutient d'ailleurs le co-éditeur du rapport, l'historien des religions William Benbridge. Et je reviendrai après un peu plus tard sur le cas des transhumanistes en particulier. Alors ce processus de mise en récit à partir de ce rapport inaugural, donc d'une construction écrite de l'histoire NBIC, vise à transmettre, partager et imposer un projet de société. Les rédacteurs du rapport américain considèrent en effet la convergence NBIC comme l'image d'un changement de civilisation. C'est la formule présente dans le rapport même. Idée reprise ensuite dans tous les discours sur les NBIC. En Europe, on parle notamment de méta-convergence pour, je cite, une société de la connaissance entièrement remodelée. Et au Canada, le Conseil national de la recherche parle de synthèse biosystémique. La convergence NBIC est annoncée comme une révolution à la fois technologique, environnementale, sociale et culturelle. Selon les auteurs du rapport américain, la technologie va de plus en plus dominer le monde. Il est remarquable que le rapport européen, en 2004, qui par ailleurs s'appliquait évidemment à prendre ses distances, marquait sa différence vis-à-vis de la démarche américaine, considère tout autant les NBIC comme les causes d'une mutation profonde du monde actuel. La mise en récit des NBIC apparaît en fait comme la diffusion d'une nouvelle doxa. Les premiers rapports officiels ont contribué dès le début au développement d'un système de valeurs structurant, en même temps qu'ils théorisaient la convergence NBIC qui était à venir. La doxa ainsi mise en place va très vite devenir un référent, le référent. Le mythe, une fois énoncé, c'est-à-dire révélé, devient une vérité apodictique. C'est ce à quoi tend précisément le processus de mise en récit des NBIC. Ce projet global, à travers son grand récit, met en place les enjeux du futur et conditionne l'orientation technologique et sociale. L'apparition d'un nouveau système technique, comme le rappelle Bertrand Gilles, suppose l'émergence d'un nouvel ordre social et culturel qui lui apporte un supplément de sens, de légitimité et de cohérence. Le récit technologique unifie et structure la société. Il permet de rendre naturel ce qui est une construction, l'innovation technologique. Le changement, présenté alors comme inéluctable, est accepté s'il est inscrit dans une cohérence culturelle, s'il est investi d'une charge imaginaire, et c'est ce qu'ont bien compris justement les promoteurs des NBIC. Alors rapidement, je vais faire un bref aperçu des textes que je vais citer durant cette présentation. Alors, le premier d'entre eux, c'est le livre fondateur des nanotechnologies, et donc de fait des NBIC, qui est l'ouvrage Engins de création, l'avènement des nanotechnologies de l'ingénieur américain Eric Drexler, publié en 86, donc il commence à dater, mais qui en France, il a été traduit qu'en 2005, sans doute au moment où ça y est, on était lancé dans le développement accéléré des nanotechnologies, ils sont enfin décidés à le traduire. Engins de création contient les axes majeurs des nanotechnologies qui sont encore aujourd'hui au cœur des débats. Alors, de nombreux travaux ultérieurs s'inspireront des idées drexlériennes, avec notamment pour horizon ultime un monde et un homme nouveau. C'est très clair. La connaissance de plus en plus précise de la matière devrait, selon Drexler, permettre à l'homme de remodeler son environnement et son propre corps. Alors il est en cela assez proche, et même je dirais qu'il annonce les idées transhumanistes. Alors le transhumanisme est un courant de pensée prônant l'amélioration de l'homme grâce aux nouvelles technologies. Le rapport américain sur la NBIC se fonde en partie, je l'ai dit, sur la philosophie transhumaniste, puisqu'il encourage le dépassement des limites humaines, intellectuelles et physiques. Alors le mouvement transhumaniste stricto sensu fait partie d'un ensemble de mouvements relevant tous d'une pensée technophile et post-humaniste, qu'ils se nomment, alors il y a différents noms, il y a les extropianistes, les post-humanistes, les transhumanistes.
Sous des noms variés, les différents mouvements prônent tous l'utilisation des technologies à des fins amélioratives, permettant de combler les faiblesses humaines et le corps étant considéré comme obsolète. Tous visent à étendre le pouvoir de l'homme, la maîtrise du corps, colonisation de l'espace, maîtrise du temps, allongement de la vie, voire immortalité, pour passer finalement à l'ère post-humaine. Le logo que je vous ai mis là, c'est le logo des extropianistes. Donc la fusée, c'est évident, conquête de l'espace, c'est des libertariens généralement, donc voilà, le point levé. Sur un élément sur lequel j'avais travaillé, c'était le mortier qui se trouve en bas, qui peut renvoyer justement à la dimension magique du statut du sorcier, du scientifique, pardon. Ça va bien. Même combat. Ouais, mais c'est ça. En plus, je montrerai, je pense, dans une autre, pour les midi-conférences là, sur la figure du scientifique qui est dans la droite lignée des chamans, des sorciers, des magiciens. Bon. Donc, c'est une cohérence tout ça. Alors, le mouvement transhumaniste, malgré des idées qui peuvent apparaître assez saugrenues, n'est pas un mouvement si mineur que ça en Occident et en particulier dans les pays anglo-saxons. Bien au contraire, c'est un mouvement qui gravite autour d'institutions assez influentes. Et aux États-Unis, je l'ai dit, le coéditeur d'un rapport officiel, institutionnel, se déclare ouvertement transhumaniste. Hein, c'est pas un secret. Donc le premier rapport officiel consacré à la convergence NBIC est sous-tendu par la pensée transhumaniste et ce de façon quasiment explicite. Il lui donne même une caution officielle. Donc les enjeux des NBIC sont dès le départ indissociables des considérations transhumanistes. Alors, au rapport officiel et textes scientifiques s'ajoutent des textes de contre-expertise de diverses associations et ONG. En 2003, donc peu de temps après la publication du rapport américain, le groupe ETC, groupe d'action sur l'érosion, la technologie et la concentration, groupe à dimension mondiale mais basé au Canada, rédigea son premier rapport sur le sujet, suivi depuis plusieurs productions. Et les productions du groupe ETC sont très intéressantes et les membres de cette association apparaissent vraiment aujourd'hui comme parmi les experts les mieux renseignés au sujet des NBIC. Autre association que je vais citer, c'est l'association Pièces et Main-d'œuvre, qui est basée à Grenoble, qui entend lutter, à travers donc, ses écrits, contre l'essor croissant et inconséquent des technologies en général et contre la politique technologique du bassin grenoblois en particulier. Oui, il faut savoir que Grenoble, c'est vraiment une grande agglomération très axée sur les technologies. Il y a toutes les grandes industries technologiques qui y sont basées. Et surtout, c'est là que se situe un des sites du commissariat à l'énergie atomique français. Donc c'est l'avenir, enfin la vie de la ville est complètement associée au développement technologique. Alors que Minatech, qui était le grand pôle technologique spécialisé dans les micro- et nanotechnologies, donc à Grenoble, alors que Minatech était en train d'être construit sur le site du commissariat à l'énergie atomique, PMO, donc Pièces et Main-d'œuvre, se concentra sur la question des nanotechnologies et publia en 2006 un ouvrage intitulé « Nanotechnologie maxi-servitude ». Un bon titre, et dans lequel l'association accusait ceux qu'elle nomme les technocrates de soumettre le grand public à des besoins totalement artificiels et superficiels. Donc le groupe PMO se situe s'inscrit dans la lignée des mouvements ludistes. Pour eux, la machine, l'industrie, la technologie, le mercantilisme sont identifiés comme les sources de l'aliénation de l'homme postmoderne, dépossédé de son savoir-faire qui le liait à son environnement, à la matière, au monde. Alors, il s'agit pour moi aussi de montrer comment les discours contestataires sont également tributaires d'un imaginaire et qui peut très vite parfois se transformer en idéologie. Donc en parallèle de tout ça, il y a bien évidemment les romans de science-fiction qui, dans ce contexte de mise en récit total, global, participent fortement au modelage et à la diffusion de l'image NBIC.
Dans L'âge de diamant, publié en 95 de Neil Stephenson, l'auteur fait évoluer ses personnages dans une géographie mondialisée. Alors, l'essentiel de l'intrigue se déroule à Shanghai. C'est un thème assez récurrent, un lieu commun, souvent dans les récits de science-fiction futuristes comme ça, de situer les intrigues en Asie, surtout en Chine. Donc l'essentiel de l'intrigue ici se déroule en Shanghai, qui est divisé en territoires sectaires et enclaves de multinationales. Et l'environnement des personnages est constitué de réseaux informatiques, de réalité virtuelle et d'abondance matérielle. Et les nanotechnologies y sont omniprésentes. J'en reparlerai tout à l'heure. Ensuite, il y a les romans de Greg Bear. J'en citerai 2. Le premier qui est Oblique, publié en 97, où les personnages évoluent également dans un environnement où la transformation du corps humain par le recours à la technologie est totalement normalisée. Le personnage de Marcus a construit l'omphalos, sorte de mausolée dans lequel s'effectuera la cryonie. Donc l'essentiel, une partie du roman est axée sur le thème de la cryonie, donc la conservation du corps dans le froid pour renaître bien plus tard. Et autre roman de Greg Bear dont je vais vous parler, c'est Enquête d'éternité, publié en 2002, qui met en scène des biologistes qui cherchent au cœur de la matière, dans les cellules les plus primitives, cachées dans les eaux abyssales. Ce sont des biologistes plongeurs, donc ils cherchent les secrets de l'éternelle jeunesse. Et puis, forcément, de l'immortalité également. Alors l'immortalité est aussi au cœur du roman La possibilité du Nil, donc là je vais passer vite, on en avait déjà parlé, à travers le thème du clonage. Je vais vous citer également le roman Babylon Babies de Maurice Dantec, qui date de 1997 et qui raconte l'avènement du post-humanité. Ici, le héros principal, Tourop, est un mercenaire dont la mission consiste à escorter une jeune femme schizophrène, Marie Zorn, de Sibérie jusqu'au Québec pour le compte de la secte Noélite. Il s'avère que Marie Zorn est la mère porteuse de jumelles génétiquement modifiées, représentant le prochain stade de l'évolution humaine. Parenthèse, donc le Houellebecq et le Dantec ont tous les deux été adaptés au cinéma en 2008. Et je crois que c'est les pires films de l'année 2008. Je m'étais obligée à être allée les voir, consciencieuse, mais c'était très douloureux. Ensuite, dans Species Technica du philosophe belge Gilbert Ottois, le développement de l'intelligence artificielle, des nanotechnologies, des biotechnologies et des sciences cognitives est intégré au projet appelé Fils de l'homme, c'est-à-dire la création d'un être nouveau. Le roman effectue une véritable mise en abîme puisque le héros principal, Gillian, est lui-même l'auteur d'un ouvrage intitulé Species Technica pour une philosophie du futur. Donc il livre ainsi, c'est toute une réflexion philosophique sur l'évolution humaine et l'évolution technologique qui sont deux évolutions croisées. Et enfin, je citerai également l'auteur américain Michael Crichton, qui est auteur à succès, qui avait écrit Jurassic Park. Donc dans son roman La Proie, il met en scène des nanoparticules exploitées de façon expérimentale par la société d'électronique Ximos, et des nanoparticules qui deviennent des autoréplicants ayant développé une intelligence collective de plus en plus organisée. Se multipliant rapidement, la machine s'auto-engendre. Les autoréplicants constituent une sérieuse menace pour l'homme puisque, pour se régénérer, ils doivent tuer des êtres humains. La survie de l'homme dépend donc de la destruction de ces essaims artificiels et c'est l'intrigue du roman. Et en fait, dans La Proie, Michael Crichton a mis en fiction le scénario de la gelée grise, ce qu'il appelait la gelée grise et qui avait été déjà évoqué par Drexler, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc dès les années 80. Donc dans gelée grise. Gelée grise, ouais. C'est quoi? Mais je vais en parler après. Ça. Je maintiens le suspense. Total. C'est lié aux nanoparticules, au développement des nanoparticules. Donc, dans les différentes œuvres choisies, les nouvelles technologies sont donc associées à la mutation de l'homme, essentiellement. Et les technologies innovantes, les NBIC,
émerge dans un contexte de redéfinition de l'évolution, où se posent les questions de l'existence, du naturel et de l'artificiel, et des possibilités créatrices de l'homme. Les différents modes de production et de diffusion du récit NBIC lui permettent d'occuper la place centrale du discours scientifique actuel. Je dirais même que l'acronyme NBIC devient progressivement un terme surdéterminé, lieu de projection de toutes les rêveries et craintes de l'homme postmoderne. Alors, la connaissance précise de ce qu'on appelle le nanomonde et sa maîtrise grâce aux nanotechnologies ont été l'un des moteurs chimériques des NBIC. Il s'agit avant tout, nous dit-on, de dépasser une nouvelle frontière, la frontière de l'invisible, et d'ainsi conquérir une nouvelle terra incognita. Signe d'un renouveau, emblème d'un seuil, le récit NBIC revêt des accents eschatologiques. Il annonce l'avènement de l'homme nouveau, l'homme augmenté, dans un monde nouveau. Le récit NBIC relève donc d'une cosmogonie et d'une anthropogonie devenue anthropotechnique, c'est-à-dire un monde où c'est l'homme lui-même qui transforme la matière et s'auto-transforme. Donc la démiurgie motive le projet NBIC et façonne les discours qui lui sont associés. En tant que grand projet technologique et civilisationnel, le grand récit NBIC emprunte ses éléments à la cosmogonie, à l'anthropogonie et à l'eschatologie. Donc c'est montrer les soubassements mythiques de l'imaginaire NBIC. Et moi, je vais essentiellement vous parler plutôt des mythes cosmogoniques. Alors, le terme cosmogonie est construit sur le terme grec cosmos, signifiant ordre, et c'est Pythagore qui aurait le premier donné le nom de cosmos à l'univers, en raison de son organisation, de son arrangement et de sa cohérence. Donc le terme de cosmogonie suggère très tôt en soi, dans notre vocabulaire, que la création du monde équivaut à sa mise en ordre, à la mise en ordre de la matière primordiale. Et c'est une logique mythique que l'on retrouve dans de nombreuses cosmogonies de cultures diverses. Le recours au mythe cosmogonique est un moyen de rendre le monde signifiant. Étant le modèle mythique par excellence, il est la forme mythique dans laquelle se déploient déjà toutes les grandes questions existentielles, les origines, la vie, la mort, le temps. Le récit mythique est ce qu'André Jolle ou Jols appelle une forme simple, exprimant l'inexplicable, et dont le mythe cosmogonique en est le modèle. Alors c'est forcément, il y a énormément de mythes cosmogoniques, chaque culture ayant son ou ses mythes cosmogoniques, et Mircea Eliade a dressé une typologie en 4 grandes catégories. Il y a les mythes cosmogoniques décrivant la création du monde par la parole, par le verbe. Les mythes mettant en scène le plongeon cosmogonique, donc Dieu ou un animal ou un personnage mythique plonge au fond de l'océan primordial et en rapporte un peu de glaise, à partir de laquelle est formée la Terre. 3e catégorie, les mythes qui expliquent la création par la division d'une matière primordiale indifférenciée. Et 4, la cosmogonie comme résultat du démembrement d'un géant anthropomorphe ou d'un monstre marin amphibien. Bon, tout ce ne nous intéresse pas ici pour les sciences. Je vais essentiellement m'intéresser aux types 2 et 3, qui sont clairement les 2 modèles qui travaillent littéralement l'imaginaire scientifique. Alors comment la science est-elle inscrite dans l'imaginaire? Comment est-elle représentée? La démarche scientifique elle-même est souvent conçue comme une mise en ordre, une organisation, un tri, un classement. Son but est de fractionner, de séparer la matière pour atteindre une connaissance précise du monde et de l'homme. Et la cosmogonie en est le modèle par excellence. Séparer et ordonner, c'est devenir créateur. Alors, nombre de mythes cosmogoniques font état d'un avant-monde précédant la création. Un avant-monde le plus souvent caractérisé par son désordre, ses contours indéfinis, sa confusion. Le chaos, dans un sens élargi, représente cet état pré-cosmogonique et peut adopter différentes formes, un œuf ou un océan bouillonnant par exemple. L'acte cosmogonique acquiert dans cette perspective une signification probante, la création du monde et séparation et mise en ordre de la materia prima. Le processus de cosmisation s'apparente dès lors à un jeu de construction. Et le Lego, justement, est le modèle le plus fréquemment convoqué dans le grand récit NBIC. Donc le groupe
Pièces et main-d'œuvre compare précisément les nanotechnologies à un jeu de Lego avec les atomes. EID reprise chez Crichton, par exemple. Et Jean Terme, qui est le directeur du commissariat à l'énergie atomique de Grenoble, emploie la même image pour peindre l'avenir technologique du bassin grenoblois. Il annonce que, je cite, « Les atomes seront les pièces d'un extraordinaire jeu de Lego ». En recourant à l'image du Lego, les auteurs en question font référence au modèle drexlerien où le scientifique agence selon sa volonté les briques de la matière. Assembler et désassembler, joindre et disjoindre deviennent actes de création. Le démiurge est l'architecte, comme le suggère son étymologie, c'est-à-dire celui qui précisément classe, combine, agence et réassemble la matière. Le récit des NBC est avant tout une cosmogonie nanométrique, nous faisant pénétrer dans ce qui est présenté comme un monde nouveau, le nanomonde. Par son intervention au niveau nanométrique, l'homme devient, comme l'écrit le scientifique Joël de Rosnay dans 2020 Les scénarios du futur, l'architecte de l'infiniment petit. L'homme est en train finalement de construire un nouveau cosmos. Il est donc bien architecte, c'est-à-dire nouveau démiurge. Dans Species Technica de Gilbert Autois, la recherche technoscientifique est fondamentalement, je cite, un jeu de construction avec les pièces de l'univers. Le cosmos devient un grand terrain de jeu, il ne s'agit rien de moins que de bricoler avec la nature. Les nanotechnologies sont dans cette perspective un nouveau jeu de construction aux possibilités multiples. Le scientifique est ici placé sous l'égide mythique de grandes figures techniciennes et artisanales comme Héphaïstos, Icare, Hermès ou Loug et tant d'autres. Les métiers de l'artisanat ont une valeur symbolique forte. Les charpentiers, potiers, sculpteurs se font les relais du créateur cosmique. Et cela est corrélé à une survalorisation de la main. Les images de la main et des doigts semblent résumer l'action démiurgique. Le génie humain semble contenu dans sa main seule, et déjà Anaxagore et Aristote s'accordaient pour affirmer que la main était un membre essentiel de l'évolution humaine. C'est la main de l'homo faber. Elle symbolise en somme notre rapport au monde. Et paradoxalement, l'imaginaire NBIC a également ses mains créatrices. Malgré la miniaturisation extrême ici à l'œuvre, on ne peut pas forcément intervenir directement au niveau nanométrique, le scientifique démiurge crée des équivalents miniatures, des prolongements de sa main. Eric Drexler imaginait dès les années 80 des nanomains, de ce qu'il appelait des nanomains et des nanobras, destinés à assembler des nanomachines. Et c'est une idée qui est aujourd'hui développée dans certains laboratoires technologiques, notamment aux États-Unis. Ils sont le prolongement, finalement, ces nanomains, ces nanobras, sont le prolongement de la mainmise, cette image de la mainmise de l'homme sur la matière, de son intervention dans la matière chaotique. Dans l'imaginaire scientifique contemporain, l'objet d'étude reste finalement la matière primordiale, celle-là même que nous retrouvons dans les récits mythiques. Dans la tradition mexicaine, dans le pop-wu notamment, tout monde est instable et le monde actuel est par son instabilité même une création vacillante et provisoire. Le monde a connu d'autres formes et en connaîtra encore d'autres. Il est destiné à disparaître. Le retour à un chaos originel est nécessaire pour réactiver l'être et la création. Alors Maurice Dantec avance la même idée dans Babylon Babies, puisqu'il y évoque un chaos déterministe de grande ampleur. En plus, un Amérindien connu, le personnage de l'Amérindien, celui qu'on appelle le vieil homme, déclare au héros Tourop que, je cite, « Le chaos des éléments va leur être profitable ». Ceux qui souhaitent opérer un changement de monde et s'approprier la maîtrise de la création doivent finalement donc se préparer au chaos. Il faut en somme retourner au néant pour renaître à nouveau. C'est toute l'image de la régénération et de la résurrection qui est également présente dans ses œuvres. Eric Drexler, lui-même, dans Un gène de création, intitule l'un de ses paragraphes « L'ordre émergent du chaos ». Donc le terme chaos est indissociable de la cosmogonie, puisque la création consiste dans notre imaginaire en la bonne disposition de la matière confuse, chaotique, et les NBIC sont précisément représentés comme un moyen d'assurer le nouveau passage du chaos au cosmos. Les enjeux des NBIC se situent donc dans cet acte démiurgique conçu comme acte de séparation et d'ordonnancement.
puisqu'il s'agit en effet rien de moins que de mettre en ordre et manipuler la matière de l'infiniment petit. Dans le monde des NBIC, tout est déjà là, en puissance, germinatif. Alors une image insérée dans les premières pages du rapport américain sur les NBIC renvoie à cet héritage mythique. Donc vous voyez, qui ressemble... C'est un nouveau cosmos germe dans cet œuf. Son éclosion est mise en ordre de la matière à partir des NBIC. Alors pourquoi un œuf ? On comprend que forcément il suppose instantanément l'idée de germination, de future naissance. Mais il est surtout l'un des grands motifs cosmogoniques que l'on rencontre dans des cultures fort diverses. Il est l'un des motifs majeurs des cosmogonies relatant la division de la matière primordiale. Dans sa théogonie, Hésiode met en scène Chaos, qui est un principe plutôt que personnage, qui existe avant toutes les choses. Paul Mazon traduit le terme chaos par abîme. En grec, tout chaos est un terme plutôt apparenté au verbe de bâiller, s'ouvrir. Le mot renvoie alors à plutôt l'idée d'ouverture béante. Donc l'acception habituellement usitée suggérant le désordre et la confusion, on utilise le terme chaotique, est postérieure au texte d'Hésiode. Et c'est chez Ovide qu'apparaît pour la première fois le chaos entendu sous le sens de masse confuse. L'opinion courante qui veut faire du chaos une masse confuse est ainsi une interprétation construite qui demeure aujourd'hui un lieu commun. Si nous considérons que chaos est de la matière informe, la cosmogonie équivaut alors à la séparation des éléments jusqu'ici indistincts. Et le démiurge, si démiurge il y a, devient dès lors principe organisateur. Le visible émerge de la dissociation. Le mythe de la création exposé dans le premier chapitre de la Genèse biblique pose partiellement l'idée de la création comme séparation. Je cite « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vague et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. » Donc dans la phrase « la terre était vague et vide », vague et vide est la traduction de l'hébreu tohu bohu, qui est encore employé pour désigner justement le désordre, quelque chose de chaotique. Ainsi, l'homme a très tôt pensé le pré-cosmos à partir de l'idée de désordre. Dans l'Égypte pharaonique, on a également vu émerger le motif de l'œuf du monde, souvent pondu par un jar d'ailleurs. En Chine ancienne, au IIIe siècle également, dans le Sanuuleki, le chaos primordial est un œuf dans lequel l'être primordial naît, dans la tradition celte, dans la tradition hindoue. Donc c'est vraiment un motif mythique qui se retrouve dans des cosmogonies de cultures très diverses. C'est l'idée que la séparation en deux de l'œuf cosmogonique précède l'apparition de l'ordre du monde. L'œuf cosmogonique sera ainsi le modèle du nanocosme, c'est-à-dire un monde sur le point de naître. Avec les NBIC, nous assistons, comme le suggère l'image de l'œuf, à l'éclosion d'un monde nouveau. Les premières pages du rapport fondateur sur les NBIC, en présentant cette image d'un œuf, posent ainsi les enjeux profonds du récit NBIC. L'image de l'œuf appelle la cosmogonie. L'imaginaire sous-tendant le récit NBIC a donc partie liée avec la cosmogonie et donc avec la démiurgie. Alors rapidement, pour vraiment montrer que c'est un motif mythique qui est encore très présent dans notre imaginaire, alors là, à droite, c'est l'affiche d'une exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, sur le grand récit de l'univers. Donc il y a deux éléments là qui me plaisaient beaucoup, c'est qu'on retrouve l'idée de grand récit, toujours ce besoin d'avoir un grand récit des origines de l'univers, et l'image de l'œuf, de la coquille d'œuf éclatée. L'œuf du monde suppose finalement l'idée de germe, l'image d'un cosmos, d'un tout à l'état germinal. Cette idée de germe est également suggérée par l'acronyme GRAIN, génétique, robotique, intelligence artificielle et nanotechnologie, acronyme usité par le groupe ETC pour évoquer les mêmes disciplines que couvrent les NBIC. La fiction aussi emploie l'image de la graine. Dans le futur imaginé par Neil Stephenson, toute fabrication d'objets proviendra d'une graine. Je cite « Un jour, nous aurons des graines qui, semées en terre, donneront des maisons, des hamburgers, des astronefs et des bouquins. » Et ça à partir donc des nanotechnologies. C'est l'idée finalement que le plus petit élément contient le tout.
Et c'est une idée qu'on retrouve, c'est la même image qu'on retrouve dans certaines cosmogonies, notamment en Afrique occidentale, où Dieu créa l'univers à partir de l'infiniment petit, une sorte d'atome initial qui est dans les rituels et matérialisé par la plus petite des graines de céréales, qui est le fonio. Donc ce grain du monde contenait en puissance les 4 éléments premiers, eau, air, terre, feu, et il est animé d'un mouvement interne et tourbillonnaire. Ainsi, la mythologie a déjà associé l'atome à la création. Tout proviendrait de l'infiniment petit. Savoir le manipuler, c'est donc maîtriser à la fois l'un, l'infiniment petit, et le tout. C'est une nouvelle fois être l'initiateur d'une nouvelle cosmogonie. La graine renvoie bien évidemment au jardinage, et le jardinier est lui aussi en rapport avec la démiurgie. Le jardinage, l'horticulture sont l'image parfaite de la création d'un système vivant. La vision d'une graine, de telle ou telle plante, renvoie immédiatement à l'image de la plante elle-même. Le petit et la graine contient le tout, la plante. De même, les NBIC comportent l'image d'un nouveau tout, qu'on utilise le terme NBIC, grain, ou qu'on utilise l'image de l'œuf. La graine, le noyau, l'œuf, relèvent en fait du même réflexe imaginaire qui consiste à expliquer l'origine du cosmos par l'image d'un élément rond ou ovale, renfermant la création en puissance. C'est la coquille décrite par Bachelard dans sa poétique de l'espace. L'œuf NBIC suppose que la matière nanométrique est perçue comme la matière originelle. Le récit NBIC narre finalement le retour à une matière primordiale. En cela encore, il y a une nouvelle cosmogonie. Ce retour à la matière primordiale s'apparente à une descente vers les origines. Les images de l'œuf et de la graine, images de l'origine, trouvent leur équivalent scientifique dans l'image du magma terrestre, l'image du noyau au centre de la Terre. La rotondité et la chaleur semblent des éléments indispensables à l'émergence du monde. Une énergie puissante est la condition sine qua non à toute création. Alors l'énergie est précisément une notion centrale dans les mythes cosmogoniques et anthropogoniques, et sa résurgence au sein du récit NBIC confirme sa dimension mythique. Pour devenir le démiurge d'un nouveau cosmos, il est nécessaire de maîtriser la fameuse étincelle de vie, ou flamme de la création. Dans la vie des images, la création ne peut éclore que dans le bouillonnement de la matière. Les mythes cosmogoniques qui relatent la création du monde à partir de l'échauffement des eaux primordiales insistent sur la forte température qui régnait à ce moment-là dans le précosmos. L'excédent d'énergie aboutit à l'apparition de la matière primordiale. Alors c'est le cas par exemple dans la tradition hindoue. Le Shatapa Brahmana explique l'apparition de l'œuf d'or, d'où naîtra le monde, comme le résultat de l'ardeur des eaux primordiales. Je cite « Au commencement, en vérité, il n'y avait qu'eau, que liquide. Les eaux firent effort, accroissant leur ardeur interne, et tandis qu'elles accroissaient cette ardeur, en elles se forma un œuf d'or. » La théorie scientifique du Big Bang fait elle-même appel, à tort, mais c'est une idée présente dans l'imagerie populaire, à l'image d'un échauffement excessif, un excès d'énergie suivi d'une explosion. La création est expansion. Toute cosmogonie est une structure d'espace et tout espace se structure à partir d'un axe central. Dans ses songeries cosmogoniques, l'homme occidental rêve de verticalité. Et c'est en plongeant au cœur de la matière que l'on peut retrouver le centre originel bouillonnant. Le voyage au centre de la Terre est une quête des origines. Chez Dantec, l'Indien arbre rêvé par Marie Zorn apparaît comme un nouvel Axis Mundi. Je cite « L'Indien arbre était une figure sacrée de l'île. C'était un grand sage. Il était très ancien et il savait tout ou presque des mystères de l'univers. Ses racines étaient si longues qu'elles couraient sous toute la surface de l'île jusqu'aux plages et si profondes qu'elles touchaient les secrets du centre de la Terre. Le centre de la Terre contient donc le secret primordial. Connaître le centre de la Terre, c'est connaître les secrets du monde dans sa totalité. Dans ses rêveries schizophréniques, l'héroïne de Dantec, Marie Zorn, la mère de la post-humanité, a donc la révélation du cosmos et de ses mystères. Alors, le concept d'ascenseur spatial et sa modélisation virtuelle convoquent justement l'image mythique de l'Axis Mundi.
En 1895, le savant russe Konstantin Tsiolkovsky, en contemplant la tour Eiffel, eut l'idée d'une tour orbitale. Il voulait placer à l'extrémité d'un câble formant une tige un château céleste, gravitant autour de la Terre sur orbite géosynchrone. L'idée apparaissait alors bien sûr comme pure spéculation, mais elle fut reprise dans les années 60 par le russe Arstu Stanov, et puis plus tard par le physicien américain James Pearson. L'ascenseur spatial fut popularisé par la littérature de science-fiction, notamment par Arthur C. Clarke, et par la bande dessinée. Et la découverte, en 1991, des nanotubes relançait l'idée, et la NASA a depuis mené une étude sur la faisabilité de cette invention. Donc voilà, c'est le genre de modélisation virtuelle faite par la NASA. Et l'idée d'ascenseur spatial est de nouveau diffusée actuellement, notamment car elle est liée justement au développement des nanotechnologies, puisqu'on imagine maintenant la possibilité de créer un très grand câble grâce aux nanotubes de carbone. Les nanotechnologies invitent ainsi, en somme, à figurer un nouvel axe central du monde. Dans La possibilité d'une île de Michel Houellebecq, l'énergie de la Terre est contenue dans l'image classique du volcan. Je cite, « Il incita les adeptes à prendre conscience de la Terre sur laquelle s'appuyait leur corps, cette énergie incroyable, supérieure à celle des bombes atomiques les plus puissantes. À faire leur cette énergie, à l'incorporer à leur corps destiné à l'immortalité. Il s'était donc jeté dans un volcan, livrant au feu son corps physique vieillissant afin de renaître au 3e jour dans un corps rénové. Et puis plus loin, enfin, l'île avait ressurgi sous le ciel de nouvelles éruptions volcaniques. L'éruption d'un volcan équivaut au rejet en surface de l'énergie contenue dans les profondeurs de la Terre. C'est l'image du magma terrestre. L'éruption volcanique apparaît alors similaire à l'explosion cosmogonique. L'excès d'énergie est créateur. Dans Species Technica de Gilbert Ottois, le centre d'anthropotechnologie générale occupe plusieurs niveaux d'un bâtiment construit sur une montagne. Donc déjà, le choix du lieu n'est pas anodin, et en plus, ce centre névralgique de la compagnie se situe dans les sous-sols. C'est donc dans ce lieu souterrain que se trouvent tous les composants biologiques et cybernétiques nécessaires à l'élaboration du post-humain. Chez Gilbert Ottois, la création du post-humain est appelée projet Fils de l'homme, faisant ainsi explicitement référence à la Bible, puisque c'est un terme que l'on retrouve dans le livre de Daniel. L'araméen Barnacha, comme l'hébreu Ben Adam, équivaut d'abord au terme l'homme. Mais l'expression a précisément, dans les extraits où elle apparaît, un sens particulier. Elle désigne un homme dépassant mystérieusement la condition humaine. En appelant le post-humain Fils de l'homme, le narrateur révèle les rêveries, parfois inconscientes et ici bibliques, au fondement des projets technologiques. C'est donc sous terre, au cœur de la montagne, que le héros Gillian est confronté à l'homme nouveau. C'est également là qu'il sera brûlé, comme si, je cite, « le soleil même venait de brûler en lui ». La fabrication du cyborg ici évoqué convoque l'image de l'énergie vitale provenant du cœur de la Terre. Que le Fils de l'homme soit ici cybernétique importe finalement peu. Son éveil à l'existence prend des allures de nouvelle anthropogonie, et toute anthropogonie, comme toute cosmogonie, est une explosion d'énergie. L'imaginaire cybernétique n'a pas totalement effacé l'imaginaire énergétique. Ici, les cybernéticiens sont de nouveaux forgerons. Toute naissance ou renaissance a son origine dans l'antre terrestre. Je cite encore Ottois, « Il faut descendre dans l'abîme pour rencontrer le soleil. Tout au fond de la terre, son feu purifie l'esprit et l'homme renaît à une vie nouvelle, définitive. » Il parle également de l'initiation solaire. Donc c'est encore l'image classique de la résurrection. Les profondeurs de la matière sont le centre originel, l'antre de la création et de l'initiation. C'est ce que suppose aussi les mythes cosmogoniques qui relatent le plongeon cosmogonique, autre modèle mythique du récit NBIC. Comme exemple, dans le Taittiriya Brahmana, dans la cosmogonie tradition hindoue, il nous est dit qu'au commencement n'existait que les eaux. Prajapati, qui est l'être primordial, vit une feuille de lotus et pensa « il y a quelque chose sur quoi elle repose ». Il prit donc la forme d'un sanglier, plongea et trouva la terre.
En détachant une partie, il revint à la surface et l'étendit sur la feuille de lotus. C'est ainsi que le monde fut créé. Chez les Indiens d'Amérique du Nord, dans la région des Grands Lacs, la chute d'Ataintic, personnage féminin, précipite la création du monde terrestre et la naissance de l'humanité. Il nous est dit qu'Ataintic, qui vivait heureuse par-dessus les voûtes du ciel dans un pic qui ressemble à la terre, et désireuse de guérir un époux fort malade, alla s'employer à couper un arbre aux vertus curatives. Mais l'arbre tomba dans un précipice, et Ataintic s'y jeta aussi. Sa chute fut remarquée par la tortue, qui demanda à tous les animaux aquatiques de plonger au fond de l'eau et d'en rapporter de la terre et de la placer sur son dos. La femme tomba ainsi en douceur sur cette nouvelle île qui allait devenir la Terre. Et justement, dans le roman En quête d'éternité de Greg Bear, c'est dans les eaux abyssales que se terrent les éléments originels. Là que le héros, donc biologiste et plongeur, trouve les cellules primitives. Je cite, « primitives, primordiales, d'une sorte que nous n'avons pas vue depuis 3 milliards d'années. » Et ces cellules sont même appelées les petites mères, et c'est cellules à partir desquelles il compte atteindre l'éternelle jeunesse. Donc, œuvre du monde et plongeon cosmogonique renvoie à l'image de l'énergie primordiale contenue dans la matière, lieu de la démiurgie. En se plaçant au niveau nanométrique, souvent associé au niveau atomique, le scientifique entre dans les tréfonds de la matière, dans le réservoir de l'énergie vitale. Dans la pensée post-humaniste, l'énergie est d'ailleurs un concept central, puisque selon eux, tout ce qui existe partout est énergie. Dans la perspective où le corps humain est le microcosme du macrocosme, l'énergie contenue dans l'antre de la Terre possède son doublon dans le corps humain. Le corps humain contient l'étincelle de vie. Le paradigme du corps comme énergie est d'ailleurs très répandu, c'est notamment le cas en Inde, avec la pratique du yoga. Dans cette perspective énergétique, le scénario de la gelée grise, donc ce brouillard de nanoparticules qui envahit tout, qui recouvre tout, évoqué en 1986 par Drexler et popularisé en 2002 par Crichton, donc ce scénario de la gelée grise prend une ampleur nouvelle. Dans La Proie de Crichton, les personnages sont confrontés à un essaim de nanos, des assembleurs donc autoréplicants conçus sur le modèle des insectes. Je cite, « Un des essaims a brusquement fondu sur l'animal et l'a enveloppé. Les deux autres se sont aussitôt joints à lui. Le nuage de particules était si dense que j'avais du mal à distinguer le corps du lapin. Il était apparemment sur le dos. Je voyais ses pattes arrière battre convulsivement l'air au-dessus du nuage noir. » Et plus loin, lors de l'autopsie du lapin, il est dit « L'examen des bronches montre une infestation massive des nanoparticules, consécutive à une inhalation d'éléments de l'essaim. » De même, chez Greg Bear, les nanos aspirent littéralement l'énergie vitale, le souffle de vie. Je cite encore « Jenner lâche ses nanos. Celles-ci sont programmées pour ne pas déconstruire leurs semblables, mais le sort des humains, amis ou ennemis, leur est indifférent. Un nuage de brume enveloppe les belligérants, l'air s'emplit de vapeur. Jenner est surpris par le nuage. Jenner est mort, rongé par le brouillard corrosif. » Donc la mort de Jenner chez Bear est similaire à la mort du lapin chez Crichton. Les deux corps sont littéralement vidés de leur énergie et de fait de toute vie. Les nanoparticules s'immiscent dans le corps de l'être vivant et absorbent l'énergie vitale qui y est contenue. La gelée grise est en somme une actualisation de la figure vampirique. De plus, les nanoparticules renvoient à tout un imaginaire des microbes, du grouillement, de la contagion. En comparant les nanos à un essaim d'abeilles en plus, Crichton se réfère à toute une mythologie des insectes et des arachnides, étudiée notamment par André Siganos. Insectes et arachnides qui sont les objets d'une fascination teintée de crainte. Dans Oblique de Greg Bear, d'ailleurs, il nous est précisé que l'omphalos, lieu de la cryonie, est, je cite, infesté d'abeilles et de guêpes. Gilbert Durand parle quant à lui d'une peur primitive face à l'agitation, au chaos, au grouillement. L'image des poussières intelligentes, poussières de nanoparticules, créées par les nouvelles technologies, révèle une peur de la contamination et de la suffocation. Le succès de la figure vampirique est également lié à cette obsession de l'énergie aspirée.
Il révèle en outre la crainte de l'épidémie du virus qui relève elle-même du grouillement. La menace est symbolisée par le microbe. Alors, du coup, c'est pas anodin que les virus informatiques soient justement fréquemment représentés sous les traits d'un insecte ou d'un microbe. La volonté de protéger le cyberespace, l'informatique, est fondée sur la même crainte de la contamination. Les RFID, les puces RFID, puces d'identification par radiofréquence, accumulent également l'image du grouillement et la peur de la technologie invasive. Le chercheur britannique, donc là c'est une puce RFID, le chercheur britannique Mark Gesson de l'université de Reading a précisément mis en scène cet imaginaire de la contamination liée à l'infiniment petit ici technologique. Il a réussi à contaminer la puce RFID implantée dans sa main gauche. Il se présente ainsi comme le premier homme à avoir été infecté par un virus informatique, éveillant ainsi des craintes anciennes. Donc en bas à gauche, c'est sa main gauche. Est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il est encore en vie? Aux dernières nouvelles, je crois que oui, mais peut-être qu'il n'a plus de main par contre. Son cerveau a été dévoré. Mais je pense pas que ça soit le seul. Est-ce que c'est une performance artistique? Ah non, c'est un scientifique. Bon, je pense qu'il y a l'idée aussi c'est le côté médiatique que maintenant les scientifiques gèrent assez bien. Hein. Donc une performance artistique. C'est une performance non artistique. Ouais, plutôt. Le grouillement des nanoparticules convoque finalement des images d'un chaos. Les poussières intelligentes sont redoutées car elles sont perçues comme un nouveau brouillard suffocant. Chez le groupe ETC, la gelée grise est accompagnée de la gelée verte. Oui. On va faire toutes les couleurs, je pense. Donc la gelée verte qui est engendrée non plus seulement par les nanotechnologies, mais par les nanobiotechnologies. Selon eux, il ne faut pas redouter uniquement la gelée grise, et le gris pouvant renvoyer au métal de la machine, à la poussière des nanoparticules, mais il faut redouter également la gelée verte, produit de l'hybridation de matières organiques et inorganiques. Et la gelée royale. Recouvert d'une gelée grouillante d'éléments invisibles, le monde suffoquera. La gelée grise et la gelée verte sont deux manifestations d'une même peur primitive. La perte d'énergie signerait la fin du cosmos. Alors déjà, des œuvres de science-fiction du milieu du XXe siècle relataient des histoires extrêmement proches du scénario de la gelée grise. Et c'est le cas du blob, par exemple. Là, je vous ai mis l'affiche du film des années 50. La substance informe, sorte de gelée, grandit au fur et à mesure qu'elle absorbe tout ce qu'elle trouve. Elle menace ainsi de détruire, d'ingérer toute étincelle de vie. Alors, ce n'est pas anodin que le retour et l'intensification de la gelée grise s'effectuent ainsi après le 11 septembre 2001. La gelée grise évoque aussi l'image du nuage de poussière provoqué par la destruction des tours jumelles. L'imaginaire fait ainsi des ponts symboliques, des associations d'images qui font sens et qui structurent notre conception du réel. Ainsi, dans l'imaginaire occidental, en tout cas, l'élément anxiogène relève du grouillement, de la poussière, des particules, du chaos finalement, de la masse informe. Ils éveillent la crainte de l'aspiration, de l'engloutissement, de l'étouffement. La vague virale, quelle que soit sa nature, nanotechnologique, biologique, informatique, est devenue un thème récurrent et omniprésent, je dirais même un thème obsédant dans les cultures occidentales. Les événements viennent parfois l'alimenter, comme les arbres biochimiques, tels l'anthrax, ou la grippe H1N1 fin 2009. Et d'ailleurs que le roman de science-fiction « Je suis une légende » de Richard Matheson, qui a déjà fait l'objet de plusieurs adaptations au cinéma, donc le fait qu'il soit de nouveau adapté en 2007, n'est sûrement pas anodin. Richard Matheson traite des thèmes de la pandémie et du vampirisme dans un cadre futuriste et scientifique. Il mêle différentes sphères d'images, bactériologiques, les vampires, l'imaginaire étant pluriel. Alors j'emploie délibérément, forcément, le terme de vague virale, car le grouillement et la contamination privilégient les eaux stagnantes, contaminées, la terre mouillée. L'eau peut être génératrice de vie, comme elle peut abriter la fange, le grouillement et de la pourriture. Ce sont les images notamment du bourbier ou du marécage.
l'eau peut être germinative. De plus, le récit NBIC a aussi trait au déluge. Les courants du Nouvel Âge diffusent des scénarios eschatologiques dans la stricte tradition des récits millénaristes tels que les siècles précédents n'ont déjà produit, notamment en reprenant le mythe du déluge. La tradition millénariste trouve dans les nouvelles technologies un nouveau champ d'épanouissement. L'image de l'eschatologie suivie d'une recréation préside à la mise en récit des nouvelles technologies et notamment des NBIC. Le récit NBIC annonce en effet, donc depuis 2002, l'avènement d'un nouvel âge. Il est le récit fondateur, témoin du changement et du nouvel ordre émergent. Il marque la transition entre deux ordres du monde, entre deux humanités. Le développement exponentiel et continu de la puissance de calcul des machines, selon la loi de Gordon Moore, qui est le cofondateur d'Intel, ainsi que l'hybridation homme-machine de plus en plus étroite, mène à un point au-delà duquel il nous est impossible de prévoir les évolutions humaines et technologiques. Nos capacités actuelles ne nous permettent pas de concevoir ce qu'il adviendra une fois ce seuil franchi. Alors ce point culminant dans l'évolution humaine a été appelé singularité technologique par Werner Vinge au début des années 90, alors qu'il était professeur de mathématiques et d'informatique à l'université de San Diego. Selon lui, des entités plus puissantes que l'intelligence humaine vont être créées et signeront ainsi définitivement la fin de l'ère humaine. L'évolution technologique, accélérée, va aboutir à un point de rupture, signant l'avènement du post-humain, du techno-sapiens, celui dont rêvent les transhumanistes. Alors, entre parenthèses, Werner Vinge situait la singularité entre 2005 et 2030. Donc, on a gagné 6 ans. Déjà pas mal. La comparaison du mouvement technologique, en particulier NBIC, donc la comparaison des NBIC avec le mythe du déluge, est aussi explicitement opérée par le groupe ETC. L'un de leurs rapports sur les NBIC contient l'image d'une arche sur laquelle se tiendraient les derniers hommes ayant pu survivre à la marée technologique. Le groupe ETC vise ainsi sans doute à suggérer que l'homme s'approche de son point de rupture. Le monde n'est-il pas en effet envahi par le codage informatique? La Digital Rain, la pluie verte. Alors déjà représentée dans le manga Ghost in the Shell de Masamune Shirow, la pluie verte a été popularisée par le film Matrix, devenant l'emblème de la société numérique. Le récit NBIC peut donc être aussi vu comme ce que Lucien Boya, l'historien roumain, appelle le déluge technologique. Les eaux chaotiques technologiques, maîtrisées par la figure du scientifique, préparent à un monde nouveau, à une nouvelle cosmogonie. D'ailleurs, là encore, les images publicitaires des antivirus informatiques et parlants, puisque, bizarrement, le logo d'Avira n'est rien de moins qu'un parapluie, censé sans doute nous protéger de ce déluge technologique, des eaux possiblement contaminées. Le récit NBIC nous place donc au seuil d'une nouvelle cosmogonie, tentant de refonder la matière, d'organiser une nouvelle matière, même de mettre en place une nouvelle matière. Les NBIC visent en somme à construire une nouvelle quaternité primordiale. Selon le découpage historique des archéologues, qui parlent d'âge de pierre, d'âge de bronze, d'âge de fer, la relation de l'homme à la matière préside à l'identité d'une civilisation. Peter Sloterdijk va jusqu'à affirmer que l'homme descend de la pierre. L'usage de la pierre, parce qu'elle signifie la proto-technique humaine, signe le commencement de l'humanité. Les NBIC sont ainsi présentés comme l'entrée dans un âge nouveau avec une matière nouvelle. Le récit NBIC place l'homme face à un défi démiurgique certes ancien, c'est l'hubris humaine déjà décrite dans les tragédies grecques, mais actualisée par les nouvelles opportunités et possibilités qu'offre le développement des sciences et des techniques. Comme l'a montré Bachelard dans ses ouvrages sur l'imagination matérielle, l'homme entretient un rapport à la matière extrêmement fort qui préside à ses rêveries et à sa pensée. Dans l'imaginaire occidental, les 4 éléments premiers, eau, air, terre, feu, constituent ce que Bachelard encore a nommé les cosmogonies intuitives. La théorie scientifique du Big Bang fait place, dans le récit NBIC, à l'image du Little Bang. C'est encore le groupe ETC qui a élaboré la théorie du Little Bang. Alors ici, l'acronyme BANG signifie
bit, atome, neurone, gène. Il désigne donc les éléments fondateurs de la convergence NBIC, tout comme les autres termes utilisés, tels GRAIN, que j'ai déjà mentionnés. Tous ces acronymes possèdent le même référent. Le fait d'employer tel acronyme plutôt que tel autre est signifiant en soi. Ainsi, alors que l'acronyme GRAIN renvoie évidemment à la graine, à une sorte de démiurgie horticole, l'acronyme BANG fait explicitement allusion au Big Bang. Ainsi, les NBIC, à l'origine de ce Little Bang, sont représentés comme une nouvelle cosmogonie en miniature, une cosmogonie à partir de l'infiniment petit et effectuée par l'homme. Le récit NBIC est une nouvelle cosmogonie dans le sens où un nouveau monde est créé à partir des bits, atomes, neurones et gènes. La manipulation de ces 4 éléments aboutit à l'image d'une cosmogonie à la matière nouvelle. En effet, même si le récit NBIC conserve l'image d'une materia prima comme terreau de l'énergie vitale, on est face ici à un héritage mythique, le récit NBIC est également porteur d'un nouvel imaginaire de la matière en construction. La matière telle qu'elle est dite être employée par les nouveaux scientifiques se transforme. Or, il y a cela 2 raisons. D'une part, une donnée scientifique explique ce changement. Les lois de la physique sont différentes à l'échelle nanométrique. Ce qui fait dire aux auteurs du rapport américain sur les NBIC que l'échelle nanométrique n'est pas seulement une nouvelle étape vers la miniaturisation, mais bien une échelle qualitativement nouvelle. Même si les représentations puisent inévitablement dans des images connues, on ne peut figurer l'inconnu et l'invisible qu'à partir d'images connues, l'ordre de ce monde nouveau, imaginé dans le récit NBIC, est différent de notre monde connu. Ici, la distinction entre le vivant et le non-vivant, l'organique et l'inorganique, est totalement brouillée. Et d'autre part, les images et scénarios qui composent le grand récit NBIC nourrissent le fantasme d'une matière malléable, interchangeable, programmable. Et c'est là une conception cybernétique de la matière. La quaternité bachelardienne est ainsi remplacée pour une nouvelle quaternité, représentée sous les traits d'un tétraède, figure choisie dans le rapport américain, donc que je vous ai mis en illustration. Élaborée à partir de 4 nouveaux éléments, les NBIC actualisent la cosmogonie telle qu'elle est traditionnellement conçue en Occident, c'est-à-dire fondée sur la quaternité. Le chiffre 4 fonde la représentation du cosmos. 4 éléments, 4 points cardinaux avec un centre, l'axis mundi autour duquel se déploie le monde. Il y a une véritable valorisation symbolique du chiffre 4, façonnant nos représentations du monde et nos représentations des sciences et des techniques, appelées justement à remodeler le monde. Dans l'imaginaire scientifique et technique, les 4 piliers NBIC sont transposés dans la cartographie quaternaire étudiée par Bachelard. Il s'agit en somme d'une acculturation. La cosmogonie NBIC est d'autant plus signifiante et convoque chez nous des images familières qu'elle se déploie dans l'espace des 4 éléments premiers. La quaternité est conservée, seuls les éléments changent. Eau, air, terre, feu deviennent bit, atome, neurones et gènes. L'hubris, réactivé par les NBIC, et qui est à la fois à leur fondement, leur moteur, l'hubris réactivé par les NBIC matérialise, modélise le rêve d'hybridation. D'ailleurs, il est remarquable que les 2 mots aient très tôt une histoire commune. Hybride vient du latin hybrida et le terme a été graphiquement contaminé par le grec hubris. Les NBIC, à travers leur représentation, par le récit qui en est fait, ébranlent notre imaginaire de la matière et, bien plus, semblent tendre à accomplir effectivement la démiurgie dans et à partir du nanocosme. On est là finalement dans le domaine de la fabrica et même de l'auto-transformation, puisque la motivation profonde, la visée ultime est surtout la transformation du corps humain, l'anthropotechnie. Le scientifique plonge dans le chaotique pour recréer un monde nouveau et surtout un homme nouveau. Ici, l'anthropotechnie est une nouvelle anthropogonie, le mythe étant la somme de ses variantes, comme le rappelle Lévi-Strauss. Alors, je n'ai pas développé le thème de l'homme nouveau, l'homme augmenté, l'anthropotechnie, puisque j'aurai l'occasion d'en parler dans le cadre du chantier sur le post-humain. Alors pour conclure, j'avais oublié de vous passer ça. Pour conclure, je dirais que le scientifique, pénétrant de plus en plus profondément dans la matière chaotique, donne toute son ampleur à l'image
de sorte de dieu du chaos. En cela, il confirme son statut d'initié. Il maîtrise le grouillement, voit l'infiniment petit, ordonne la matière et la manipule. Il est ainsi l'acteur du dévoilement qu'appelle la culture de la transparence en train de s'imposer. Le microscope, qui est l'attribut phare du scientifique dans l'imagerie populaire, devient ainsi l'attribut de l'initié. Il illustre la conception baconienne du savoir comme pouvoir. Voir, savoir, pouvoir demeurent associés. Comme tout imaginaire, l'imaginaire scientifique et technique est un imaginaire en tension. La science et la technique, et celui qui les représente, le scientifique, relèvent ainsi à la fois de la fascination et de la crainte. C'est Janus, dont on a parlé il y a de cela quelques semaines. Et d'ailleurs, chez Ovide, Janus est complètement assimilé à Chaos. Donc, tout se recoupe. La science possède ainsi les deux charges du sacré, définies par Otto. Elle effraie et fascine à la fois. Après s'être inscrit dans la lignée mythique de grandes figures comme Prométhée, Faust, Frankenstein, héritage clairement convoqué encore aujourd'hui dès que l'on parle de science, la figure scientifique contemporaine relève, je crois, de plus en plus de la figure du dieu lieur, tel qu'étaient Héphaïstos, Hermès, Saint Blaise ou Merlin. Il est toujours celui qui fascine et qui en même temps peut être maléfique, tel les Gorgones. L'imaginaire scientifique et technique est pleinement inscrit dans ce qui m'apparaît comme l'une des caractéristiques du contemporain, l'imaginaire de la menace invisible, lié au grouillement, à la poussière, et lié à la culture de la transparence. Et là, c'est des choses qui rejoignent les 4 axes du contemporain que tu as dit.